Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau spécial pour parler de cette journée particulièrement meurtrière hier dans la région de l'Est au niveau du site de la mine d'or de Bongo gérée par la société canadienne Semafo. Vous le savez, le terrorisme a encore fait des victimes. On parle de 37 morts et de 60 blessés. C'est un bilan provisoire livré par les autorités régionales. On attend le communiqué officiel du gouvernement pour en savoir davantage sur le bilan de cette attaque particulièrement meurtrière. On en parle sur ce plateau avec des invités, ils sont cartes, mais avec moi aussi, mon confrère Roméo Koïta. Bonjour. Bonjour, Aubin. Roméo, justement, ce matin, il y a eu une réaction officielle du ministre en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. Effectivement, c'est le ministre en charge de l'administration territoriale, que vous l'avez dit, Siméon Sawadogo, qui a réagi ce matin sur ce drame. C'était à l'occasion de l'ouverture de la 4e session entre l'État et les organisations de la société civile. Siméon Sawadogo a exprimé toute la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées. Je vous propose de l'entendre. Au moment où nous nous réunissons à Ouagadougou ici, les malheureux événements se sont passés dans une des régions, notamment dans la région de l'Est, où nous avons perdu beaucoup de vies humaines, avec beaucoup de blessés. Et je voudrais, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, demander 1 minute de silence donc, à l'honneur des disparus. Voilà, le gouvernement qui reste encore très prudent sur le bilan de cette attaque. Roméo, il y a eu aussi la réaction du parti au pouvoir, le MPP. Effectivement, après la réaction des autorités politiques et des ambassades, le parti au pouvoir, le MPP, a réagi ce matin sur ce drame dont je vais vous donner la substance. Le MPP appelle la classe politique burkinabé et la société civile à l'unité d'action pour sauver notre pays et sa démocratie. Nous sommes en guerre contre les terroristes et toutes nos forces et nos ressources doivent être mutualisées à cet effet. Ensemble, unis, nous constituons une force solide et une caution solidaire qui peut faire reculer la menace terroriste. Et c'est signé le porte-parole du parti, Woba Bindi. Voilà, Roméo. Il faut dire aussi que c'est dans cette même région qu'a été lancée déjà il y a quelques mois l'opération Otapuano qui a permis de contrer le phénomène du terrorisme. Le bilan a été dressé il y a quelques mois. C'était le 12 avril plus précisément, au cours d'une conférence de presse tenue à Fadangrouma même, le chef d'état-major général des armées faisait le bilan de cette opération Otapuano qui a duré environ 1 mois. Une opération qui avait permis de rassurer les populations et d'apporter une certaine accalmie dans cette zone qui était durement touchée par les attaques terroristes. Nous vous proposons de revenir sur le point avec notre reporter qui était sur les lieux. Dès l'entame de son propos, le chef d'état-major général des armées a demandé 1 minute de silence pour les 7 soldats tués durant l'opération Otapuano. 9 forces de défense et de sécurité ont également été blessées au cours de cette opération. Alors qu'on s'attendait à un bilan chiffré en termes de terroristes neutralisés au cours de l'opération, plus d'un journaliste restera sur sa faim. Sûrement que du côté d'en face, il y a eu aussi des neutralisés. Mais permettez-moi de ne pas donner de chiffres, parce que pour moi, en tant que chef d'état-major général des armées, je ne pense pas que c'est nécessaire de donner des chiffres, surtout quand nous savons que nous combattons contre nos frères. Ce sont des Burkinabés. Pour le chef d'état-major général des armées, l'objectif de l'opération était plutôt ailleurs. Je n'ai pas dit que je n'ai pas le chiffre des neutralisés, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Si j'avais rempli ma mission sans même neutraliser un, j'allais être content. Parce que mon objectif, c'est rétablir l'autorité de l'État. Vous verrez que la population actuellement va librement à ses occupations. Et nous savons qu'il y a des agents de l'État qui ont retrouvé leur service aujourd'hui. C'est vrai que toutes les écoles ne sont pas ouvertes. Nous n'avions même pas la prétention de croire qu'on allait réussir à ouvrir toutes les écoles. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a plus d'100 sur les 200 qui étaient fermées, qui sont ouvertes.
Cependant, le général Moïse Minungu affirme qu'il y a plus d'une centaine d'interpellés, dont de présumés leaders des cellules terroristes de la zone. En tout cas, nous avons arrêté des gens. On a supposé être des leaders, mais avant de confirmer que c'est vraiment le chef, nous attendons les résultats de l'enquête. Le chef d'état-major général des armées, par ailleurs commandant de l'opération, va s'appuyer sur le nombre élevé des interpellés pour rejeter tout cas d'exécution sommaire pendant l'opération Otapouanou. Je peux affirmer, nous n'avons pas exécuté sommairement des gens. Non. Je sais qu'on parlait que nos tirs ont tué femmes et enfants ou quoi. C'est pas vrai. Je dis cela parce que nous n'avons jamais exécuté des tirs sur des hameaux de village. Jamais. Tous les tirs qui ont été exécutés ciblaient des repères de terroristes dans les forêts classées. Et à ce que les eaux et forêts nous ont dit, il est interdit à toute personne de résider dans les forêts classées. Ça veut dire qu'il n'y a personne normalement qui loge dans les forêts classées, c'est juste les terroristes qui ont leurs repères à l'intérieur. Si maintenant, dans ces repères, il y avait femmes et enfants, nous, on ne pouvait pas le savoir. Nous savons que c'est un repère et nous avons bombardé le repère. Mené de bout en bout par le bataillon Bandéa 6, fraîchement rentré du Mali et coordonné par la hiérarchie militaire qui s'est déplacée elle-même au front, l'opération Otapouanou est à sa dernière phase, celle de la consolidation. Le risque zéro n'existe pas, mais nous savons que ceux d'en face savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus être libres comme ils étaient. Nous avons entendu ceux d'en face dire qu'ils attendent la saison des pluies, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de route, mais il n'y a pas que la route, il y a les airs. Et je peux vous rassurer que nous sommes très confiants. Les forces armées nigériennes, togolaises, béninoises et la force Barkhane ont participé à cette opération Otapouanou en empêchant les terroristes de franchir les frontières et en facilitant l'évacuation des blessés. Et vous avez entendu le chef d'état-major général des armées parler de problèmes de route. Et bien justement, le terrorisme, c'est aussi une question de résilience, une question de développement. L'attaque du convoi de Semafo intervient 24 heures seulement après le lancement des travaux de bitumage de la RN18, la route Fadangourma-Bogandé-Roméo. Effectivement, c'est un ouf de soulagement pour les populations de la province de la Nyanya. On peut le dire, la Nyanya qui ne sera plus jamais ni profonde ni métallique. C'est le ministre des Infrastructures qui l'a dit. Le président du Faso, lui, a plutôt réagi sur la situation sécuritaire préoccupante dans la zone de l'Est. Être affecté autrefois comme fonctionnaire dans la zone de Bogandé était perçu tout simplement comme une punition de la part de sa hiérarchie. La province de la Nyanya rimait avec calvaire à cause de la voirie impraticable. D'où cette expression devenue célèbre, la Nyanya profonde et métallique. Mais désormais, ce chemin de croix que subissaient les populations de la zone ne sera plus comme mauvais souvenir. À partir d'aujourd'hui, 5 novembre 2019, la Nyanya ne sera plus ni dure, ni profonde, ni métallique. Ce 5 novembre débute le processus de désenclavement de cette zone. Le président du Faso procède au lancement des travaux de bitumage de la route Bogandé-Fada, longue de 129 km. C'est une attente qui était forte depuis un certain temps et je me réjouis que nous ayons pu mettre justement les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce programme qui va permettre non seulement de désenclaver la région de l'Est qui en a grandement besoin, parce que c'est une région qui est vaste, c'est une région qui est peu peuplée, mais c'est une région également qui en matière de route présente beaucoup de lacunes. Un ouf de soulagement pour les populations de cette localité. Mais la Nyanya, ce n'est pas que la route. La zone a besoin de plus d'écoles, de centres de santé et surtout de sécurité. La région de l'Est fait l'objet d'attaques terroristes depuis un moment. Le président du Faso en est conscient. C'est un phénomène où nous avons un ennemi qui n'est pas, je dirais, forcément visible et discernable. Nous devons continuer à nous battre.
Nous sommes dépendants aussi parce que le Burkina Faso est un pays à plusieurs frontières. Et donc nous sommes dépendants de la manière dont nos voisins aussi gèrent la question sécuritaire sur nos frontières. Donc c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine et je pense que tout le peuple burkinabé, quelle que soit notre vision politique, quelle que soit notre religion, nous devons tous travailler ensemble à faire en sorte que le Burkina Faso soit rétabli dans la paix, dans sa démocratie et dans les principes du développement économique et social. L'entreprise en charge des travaux a 22 mois pour livrer l'infrastructure qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA au budget de l'État burkinabé. Voilà. Merci Roméo pour ces éléments. C'est moi qui vous remercie. Nous allons poursuivre justement avec nos invités sur ce plateau pour parler de ces attaques récurrentes que vit notre pays depuis quelque temps, des attaques avec de nombreuses victimes. Sur ce plateau, j'ai avec moi Mahamoudou Saladogo, il est expert en sécurité. Merci de répondre à notre invitation. Merci et bonjour M. Guévré. Merci. Avec nous également Lionel Bilgo, analyste politique. Bonjour Lionel. Bonjour Robin. Sur ce plateau également, Idrissa Ouedraogo est conseiller en communication. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, bonjour. Avec nous également Siaka Koulibaly qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour compléter ce plateau. Alors on va commencer par la gestion de la communication sur le terrorisme. Idrissa Ouedraogo, on en a suffisamment parlé, mais on continuera d'en parler. Vous avez sûrement constaté un peu depuis hier les réactions de Burkinabés qui veulent en savoir davantage sur le bilan de cette attaque. Le gouvernement a sorti un communiqué sans bilan, parlant de plusieurs morts et de plusieurs blessés, sans autres détails. On a vu effectivement la note du gouverneur de la région de l'Est qui parlait de 37 morts et de 60 blessés. Mais il n'y a que, à ce niveau, on attend toujours, le peuple veut en savoir davantage, il veut plus de communication sur le sujet. Comment vous voyez la gestion de la communication sur le sujet? Ce n'est plus un secret. On se rend compte que la gouvernance a mal à sa communication. Les signes sont patents. Les attentes sont nombreuses. Déjà, l'entrée en exercice de ce gouvernement coïncidait avec une étape dans la vie de la société burkinabé. On ne pouvait plus déjà continuer avec l'ancienne communication. Ce qu'on remarque le plus, c'est que et dans la structuration, et dans les fondamentaux, et dans la méthodologie, rien n'a changé. Alors que tout le monde sait que tout a changé. Non seulement l'esprit du Burkinabé, les événements que nous traversons ensemble, notamment cette crise sécuritaire, nous obligeaient à changer d'approche. Deux choses. Premièrement, en termes de communication institutionnelle, simplement, il fallait s'adapter, s'arrimer à la réalité pour que la communication soit déjà à la hauteur. Deuxième chose, à défaut de résultats concrets, c'est dans l'esprit des Burkinabés que le travail devait se faire, que ce soit le travail de cohésion sociale, que ce soit le travail de maintien de la fièvre qui s'est levée depuis l'insurrection. Ce sont les travaux, c'est le travail de communication qui pouvait entretenir cela. Alors on se rend compte que dans l'ensemble de notre histoire, il y a comme des cassures. Il appartenait encore à la communication, notamment pour un régime qui vient après l'insurrection, de souder ces fils-là à moindre frais parce que ce n'est que de la communication. Le drame, c'est qu'on ne sent pas un discours commun, cohérent. Je ne fais pas une analyse à part le passage du Premier ministre devant l'Assemblée. L'un des points avoués, c'était l'échec de notre communication. Mais depuis ce passage aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et c'est dans le droit fil de cela que concrètement, les populations sont en attente. Alors les attentes de la population, elles ne sont pas d'ordre technique ou professionnel. Elles expriment une peur parce qu'elles ne peuvent pas vivre des événements sans savoir ce qui se passe. Les informations ne vont pas régler le problème du terrorisme. Les attentes de la population, c'est confirmer qu'ils ont confier le pouvoir par les votes à un gouvernement qui est en symbiose avec lui. C'est cette cassure-là qui se constate. Et puis après, il y a les conséquences de cette inconséquence. On ne peut pas gérer et communiquer autrement. Et donc, c'est ça qui se voit. On continue de tâtonner. Il devrait y avoir, dans le cadre d'une communication de crise,
un ensemble d'actions totalement planifiées. Une surprise en termes de communication de crise n'est pas une surprise, ce n'est pas de l'improvisation, même l'improvisation. L'expertise, et le Burkina en a suffisamment. À défaut d'en avoir sur place, on aurait pu recourir à des compétences externes, mais on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une communication de crise, une communication politique, une communication publique en déphasage avec nos réalités. Alors, parce que Lionel Bliko, c'est justement en gérant bien la communication aussi qu'on réussit à mobiliser l'ensemble des Burkinabés autour du problème. Oui, parce que pour avoir l'engouement populaire ou le soutien, en tout cas, de ceux que vous avez en face, il faut les informer et communiquer à leur endroit, leur donne le sentiment d'avoir une certaine importance vis-à-vis de vous ou à vos yeux. Le tâtonnement communicationnel qu'on a connu d'ailleurs par le passé sur des attaques précédentes a fait que les populations se sont ruées vers d'autres canaux d'information, mettant en mal en tout cas une certaine confiance vis-à-vis du canal officiel que nous pouvons avoir. On sait que les réseaux sociaux, certains se sont érigés en experts, en tout cas en diffusion d'informations, et qui alimentent continuellement et à longueur de journée sur certaines informations. Moi, je dis toujours que c'est de la faute aussi de ceux qui communiquent ou de ceux qui sont mandatés pour gérer cette communication politique, publique, institutionnelle, pour que le citoyen soit le mieux informé possible, premièrement, et ensuite qu'il ait la quiétude de savoir que ceux qui lui parlent, en tout cas, savent de quoi ils parlent, et surtout lui disent la vérité sur la valeur, l'intensité, la profondeur des événements que nous vivons. Et je dis souvent qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de mentalité qui fait croire que communiquer, c'est mentir ou berner l'autre. Non, c'est vraiment, les gens sont prêts à entendre même l'insoutenable, pourvu en tout cas que vous leur dites cela de façon sérieuse. Et il y a le timing aussi de la communication qu'il faut savoir gérer. Et donc tout ça fait qu'on est dans une psychose, un affolement total. De hier à aujourd'hui, par exemple, vous entendez des cris par-ci, par-là, des gens qui allaient chercher les noms des victimes ou de ceux qui ont été apportés. Il y a certaines personnes qui ont été informées, certaines familles en tout cas été informées du décès de leur enfant, quand on s'est rendu compte que non, c'était pas lui, c'était le nom de famille en tout cas qui était pêle-mêle mélangé. D'où l'intérêt d'avoir une communication bien structurée, bien organisée, et avec des voix officielles. Mais là, c'est assez paradoxal. On a un gouverneur qui fait un communiqué avec des chiffres, mais on a un gouvernement qui ne donne pas de chiffres. Mais là encore, c'est qui doit parler à ces moments-là de crise? Qui a la primeur de l'information? Parce que quand tout le monde parle, quand il y a une communication au niveau du chef d'état-major général des armées, quand il y a une communication au niveau du gouverneur, quand il y a une communication au niveau du gouvernement ou du porte-parole du gouvernement, c'est qui parle? Parce que le danger de ces informations diffusées multisectorielles, c'est qu'on peut avoir des contradictions. On l'a déjà eu au Burkina ici, dans un cas récent, où en tout cas les chiffres donnés par le ministre venaient un peu en contradiction avec les chiffres donnés par le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication et de l'administration territoriale. Donc c'est qui doit parler et vers qui on doit se retourner de façon officielle quand il y a une crise comme ça, quand il y a un problème comme ça? Quelle est la primeur de l'information? Qui a la primeur de distiller cette information-là? Et je pense qu'il faut mettre en place un système pyramidal qui fait qu'au final, les informations sont remontées vers un seul interlocuteur qui, lui, en tout cas, a la latitude de communiquer au mieux à l'ensemble de la population. Mahamadou Samadogo, vous êtes expert en sécurité. Les experts en sécurité, ça ne court pas les rues au Burkina. Et c'est peut-être l'autre déficit dans la lutte contre le terrorisme, justement. Peu d'experts, peu de spécialisation sur cette question, notamment quand il s'agit peut-être d'éclairer l'opinion, de situer le peuple sur cette question sécuritaire. Il y a peu de monde qui se bouscule sur les plateaux de télévision, par exemple, pour pouvoir éclairer l'opinion. Oui, c'est essentiellement lié à la fonction même et aussi à la thématique qui est assez sensible et qui fait que la discrétion y va de pair. Et maintenant, pour ce qui concerne
particulièrement le cas précis de la communication en temps de crise ou de la communication en temps de guerre. Je pense que, comme M. Lionel l'a dit et mon voisin aussi l'a dit, chacun doit jouer sa partition. Et donc, les experts en sécurité sont là pour orienter, ils sont là pour conseiller, et donc ils sont là pour anticiper, pour prévenir, et en fonction d'un certain nombre d'indices, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et maintenant, c'est aux politiques d'agir en fonction du déroulement des événements. Alors, la question de fin aujourd'hui, Idrissa Ouedraogo, on a parlé de compétences au départ. Il y a eu pas mal de changements de ministres de la sécurité, de la défense. Il y a eu un changement au niveau de l'état-major, du chef d'état-major. Malgré tout, les attaques continuent de plus belle. On a parlé de moyens. À ce niveau aussi, il y a eu un effort d'augmentation des budgets de la défense, de la sécurité. Finalement, c'est quoi le problème? La stratégie peut-être? Certainement. Mais dans la vie des nations, on ne peut pas se cacher à chaque fois derrière les moyens ni derrière les compétences. Il y a d'abord une question de bon sens. Figurez-vous qu'on n'est chef d'État que sur la base de bulletins d'ignorants souvent. Alors, c'est le bon sens de ces populations-là qui ne connaissent pas votre expertise en termes de communication ou votre expertise en termes de sécurité ou même d'économie. Ils vous font confiance. C'est sur la base de ce bon sens déjà qu'on doit faire des prolongements sur les attentes des populations. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de visibilité. On ne sent pas un bon sens dans une orientation ou dans une autre. La communication ne peut être efficace que lorsqu'il y a un objectif, il y a un but bien clair et dans lequel on est en train de charrier, on est en train de créer un mouvement vers cela. D'abord, c'est le bon sens, et puis après le bon sens, il s'agit certainement de la stratégie. En termes de stratégie, les experts ou les compétences peuvent intervenir en mieux. Ce qu'on ne voit pas, c'est cela. Quelle que soit votre expertise, que ce soit en sécurité, je suppose, ou au football, tant que les objectifs et les missions ne vous ont pas été définis clairement, on ne sait pas. On communique pour faire quoi aujourd'hui? Je prends le cas d'un expert en communication qui serait consulté. La première des questions serait, dans son brief d'agence, qu'on lui détermine le contexte, la lecture des commanditaires sur ce qui se passe. Ensuite, quels sont les objectifs? Il y a toute une démarche professionnelle que je sais que n'importe lequel des professionnels connaît. Mais après cela, c'est l'expertise qui va jouer sur le débriefing maintenant. Vous êtes fixé tel objectif, il est en déphasage, ou il est irréaliste, ou bien il va nécessiter un détour un peu plus long. En tout cas, l'expert va maintenant débriefer, vous donner une lecture communication de la situation. Je suppose en tout cas que cela est fait parce qu'il y a tant de compétences et de bonne foi. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Vous savez, on accuse très souvent et on revient dans l'exercice de notre profession, presque partout, problème de communication. Au football, dans la gestion. Nous avons le malheur de dire que la communication ne peut pas tout. La communication peut énormément, mais elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas remplacer le décideur. Elle ne peut pas remplacer la vision du décideur. Nous sommes un outil de décision, d'une part parce que nous faisons un effet miroir pour lui permettre de mieux comprendre si ses objectifs sont bons, sont atteignables. Nous sommes aussi un outil d'efficacité sur le terrain. Nous nous accompagnons. La communication en elle-même ne s'autoproclame pas toute puissance en toute chose. Alors, tant qu'on n'a pas fixé les bons objectifs, tant qu'on n'a pas organisé comme il se doit, la communication va faire ce qu'elle fait aujourd'hui, à tourner en rond, à s'autosatisfaire ou à ne même pas percevoir les difficultés qu'il y a sur le terrain. Mahamadou Savadogo, sur cette question finalement, est-ce que c'est la stratégie qui nous manque et depuis 2016, on est victime régulièrement de ce type d'attaque? Est-ce que jusque-là, le Burkina n'a pas les experts capables de développer des stratégies pour faire face un tant soit peu au phénomène? Bon, je dirais que sur la question de la capacité humaine, on a des experts qui peuvent le faire et qui sont sollicités d'ailleurs au-delà du Burkina, qui sont très bien appréciés. Mais il manque réellement, comme vous l'avez dit, de stratégie. On ne peut pas continuer à être dans l'action-réaction. Si vous observez l'ensemble des États sahéliens, l'ensemble des États membres du G5, ils sont dans l'action-réaction, ils ne sont pas dans l'anticipation.
les groupes terroristes ont imprimé un rythme que suivent les États. Alors que ça devait être le contraire. C'est les États qui devaient imprimer ce rythme. Et tant que nous allons continuer à suivre le rythme imprimé par ces groupes terroristes-là, nous allons tout le temps constater les dégâts. Et voilà pourquoi il est temps de reconstruire, de partir à la base et de mettre en place une stratégie adaptée et qui est en fonction de la menace. Et c'est une stratégie qui sera sans doute changeante parce que la menace, elle est mouvante. Regardez bien l'action des groupes terroristes depuis 2016 jusqu'à nos jours. Vous avez vu qu'elle s'est adaptée à la réponse étatique. Et quand vous observez leur mode opératoire aussi a évolué. Vous assistez de moins en moins à des attaques kamikazes. Vous êtes en face désormais à des combattants. Vous êtes en face désormais à des gens qui disparaissent au sein des communautés, à des gens qui s'intègrent au sein de la communauté. Les terroristes aujourd'hui sont arrivés à un niveau qu'on appelle, à infecter, qu'on appelle le terrorisme communautaire. C'est-à-dire, ils s'intègrent au sein de la communauté et ils distillent les messages radicaux. On a l'exemple patent du maire de Guibo qui a été assassiné. Au Sahel, par exemple, vous n'avez plus de leaders religieux, plus de leaders politiques. Pourquoi? Parce que les terroristes ont compris que pour faire passer les messages, il faut d'abord éliminer ceux qui peuvent faire barrière à les messages radicaux. Et c'est ces leaders-là qu'ils ont pris le soin d'éliminer. Et donc, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile pour eux d'obtenir ce qu'ils veulent et d'aboutir et de faire basculer la population. Voilà pourquoi j'ai dit, un pays qui marche sans stratégie est vraiment, dans une lutte asymétrique, ne peut pas voir le bout du tunnel, en tout cas pas maintenant, ou bien après plusieurs années d'efforts. Et l'avantage que le Burkina a eu et qu'il n'a pas su exploiter au maximum, c'est le Mali. J'ai toujours dit que le Mali est un laboratoire à ciel ouvert pour le Burkina. Ça devrait servir d'exemple. Malheureusement, nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas su observer. Et tout ce qui se passe au Mali se répète exactement. Et malheureusement, nous en prenons comme bon exemple. Nous en prenons comme bon exemple en termes d'organisation des élections, en termes d'organisation de nos forces de défense et de sécurité. Et je prie Dieu que notre situation ne ressemble pas à celle du Mali et que le Burkina ne soit pas une terre où toutes les armées vont se retrouver alors qu'il n'y a pas la réponse appropriée. Mahamadou Saladogo parlait d'anticipation. C'est aussi là le cas malien qui devait servir de cas école, mais on a l'impression justement que ça soit au niveau de l'autorité politique, au niveau de l'autorité militaire, on n'a pas toujours su effectivement faire dans l'anticipation. Le politique est plus préoccupé par d'autres situations que d'anticiper, même dans son programme politique, sur ces questions. Si bien qu'aujourd'hui, l'impression c'est qu'on n'a pas suffisamment cerné le phénomène pour pouvoir apporter la riposte. Non, je pense qu'on est continuellement dans l'urgence et la tête dans le guidon, qu'on ne prend pas le temps de lever la tête pour jeter le regard un peu plus loin afin d'éviter certains pièges. Et donc, on est souvent pris dans cette urgence-là voilà, ça donne l'impression qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision. Et effectivement, on répond par à-coup en fait à tout ce qui nous arrive, les événements qui nous arrivent. Moi, je vois deux failles, essentiellement dans l'armée, le renseignement et puis l'occupation spatiale du territoire. Vous savez, pendant la colonisation et même après la colonisation, jusqu'à récemment, le Burkina comptait 6 régions militaires. Aujourd'hui, on n'a que 3 régions militaires. Vous avez Kaya, vous avez Bobo et vous avez Ouaga. Bon, imaginez et 2 régiments, un régiment de blindés et un régiment d'artillerie. Le régiment d'artillerie est positionné à Kaya et le régiment de blindés à Tinkodogo. Ce que je dis, c'est pas, je dévoile pas des secrets militaires, hein, c'est connu. Si moi j'ai eu ces informations, tout le monde peut les avoir. Et donc, il faut qu'on repasse à 6 régions militaires. L'occupation spatiale du territoire n'est pas efficace en fait pour prendre en étau toute cette porosité de frontières-là que l'on a. 6 régions militaires avant, et déplacer la région militaire de Kaya pour l'amener à Dori. Parce que de Kaya, lorsqu'il y a des attaques, après Dori, etc., le théâtre de guerre est à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de garder un régiment militaire à Kaya. Et les 6 autres, il faut les rétablir à leur position. Waiguya doit être une région militaire, par exemple. Fadangourma doit être une région militaire. Et associé à ces régions militaires, ces 6 régions militaires, pour occuper de façon intelligente et intelligible le territoire national, associé à ces régions militaires, un régiment d'artillerie et un régiment de blindés, ce qui constitue la force de frappe essentielle d'une armée. Et tant qu'on ne va pas redéployer l'armée de façon intelligente dans des zones et se rapprocher un peu plus massivement des zones de théâtre, eh ben, nous sommes comme un camembert.
avec une espèce de porosité où les gars viennent, ils font ce qu'ils veulent et ils disparaissent dans la nature. Et ensuite, deuxième élément, c'est que dans toute guerre, le renseignement est fondamental. Et 2 fois fondamental lorsque la guerre, en fait, est asymétrique. Comme dans ce cas-là. La seule manière d'anticiper, c'est d'être au courant de ce qui se trame dans le plus petit hameau du Burkina Faso. Parce que ce qui s'est passé hier, des hommes lourdement armés qui font tout ce carnage pendant un certain nombre de temps et qui disparaissent comme ça dans la nature, ils doivent bien venir de quelque part. Ils ont dû certainement préparer leur coup. Eux nous connaissent, on dirait. Ils connaissent nos déplacements. Pour le maire de Djibo, par exemple, regardez ce qui se passe. On ne peut pas dire que c'est de façon hasardeuse qu'ils ont fait ces attaques-là. Ils connaissent les départs des bus, des cars, etc. Comment est-ce que notre renseignement ne peut pas se bonifier, quitte à aller chercher, comme le disait Idrissa Ouedraogo, des experts? Parce que quand on n'est pas capable, nous, ici, de résoudre certains problèmes, il faut aller chercher des experts ailleurs pour venir compléter cette guerre-là. Et arrêtons de croire que l'étranger ou des prêts-à-penser militaires venus d'ailleurs nous aideront à résoudre ce problème-là. Moi, j'ai souvent dit, et je l'ai dit depuis longtemps, cette guerre que nous menons n'est même pas une question d'armes, de moyens. C'est aussi une question idéologique, fondamentale. C'est un questionnement de soi-même. Ces gens que ces terroristes arrivent à imbriquer dans leur rang, comme le disait le chef d'état-major général des armées tout à l'heure dans le VTR que nous voulons, il dit « Mon objectif, c'est de ne même pas en dégommer un, c'est de ne même pas éliminer un, parce qu'en éliminant un, je ne dois pas être fier parce que c'est un Burkinabé que j'élimine. » Ça veut dire qu'ils sont parmi nous et avec nous. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de Burkinabés qui ne se sentent peut-être pas Burkinabés et qui veulent leur autonomie, ou en tout cas qui veulent prendre une partie du territoire pour jouir en tant que maître. Ce désordre s'est établi de façon chronologique, évolutive, et on voit que l'absence de l'État dans certaines zones favorise davantage, et la pauvreté et l'ignorance également favorisent davantage l'installation des zones terroristes. Il faut vraiment un plan Marshall, entre guillemets, burkindi, pour reconquérir ces territoires-là. Et il ne faut pas abandonner. Mamadou Savado, je voudrais vous poser la question. Il y a eu, on l'a vu tout à l'heure, ce bilan, l'opération Otapouanou dans la région. On a comme une sorte d'anéantissement des efforts. C'est beaucoup de milliards qui ont été investis dans cette opération qui, selon le bilan, a permis de contrôler un peu la situation. Mais comment se fait-il qu'il y a un regain de cette intensité d'activité terroriste dans la zone alors qu'on venait de faire cette opération? Oui, effectivement, quand on a suivi l'élément tout de suite, vous avez vu que le chef d'état-major a parlé de consolidation. À mon avis, c'est ce qui a manqué après l'opération Otapouanou. Il n'y a pas eu d'opération de consolidation après cette opération-là. Alors que nous savons que l'opération n'est pas allée jusqu'au bout et l'opération n'a pas pu atteindre les zones les plus touchées. Et en observant un peu le déroulement des événements depuis après l'opération et même avant l'opération, les groupes terroristes ont eu le temps de s'intégrer et de prendre la partie est du Burkina en une année. Et en un mois, ce n'est pas possible qu'on ait pu éradiquer toute la zone. Il fallait une opération qui fait dans la durée. Il fallait une opération dans la durée, il fallait une opération conjointe avec toutes les autres forces, que ce soit les forces du Bénin, du Togo, du Niger et du Ghana. Mais malheureusement, on s'est contenté, pour moi je parle de saupoudrage, c'est une opération pour contenter l'opinion publique. Et aussi, c'est on une les repousse opération... à la frontière, voilà, on quitte la zone et puis ils reviennent. C'est une opération qui a mis tout simplement ces groupes terroristes-là en hibernation. Et là, ils se sont réveillés. Et quand on me dit, j'étais à une conférence à Dakar où j'ai fait un exposé, et j'ai dit non, l'Est, il continue à avoir des attaques terroristes. Et je me rappelle que, je ne citerai pas son nom, il y a un colonel qui m'a dit non, c'est pas vrai, l'opération Otapouanou a tout nettoyé. Et on a les bilans, on a les chiffres. De janvier à maintenant, c'est-à-dire à septembre, nous sommes en octobre plutôt, on a au moins 80 incidents sécuritaires de nature terroriste qui sont passés à l'Est, rien que l'Est. Malgré l'opération Otapouanou. Alors, quand vous avez des chiffres comme ça, et quand vous avez aussi des chiffres qui sont en train de monter progressivement, en septembre, en juillet, et si vous voulez, pendant la saison de pluie, effectivement, la tendance était à la baisse parce que tout simplement, c'est une question de stratégie. Ils sont moins mobiles pendant la saison de pluie. Pendant la saison de pluie, ils n'arrivent pas à atteindre certaines zones. Et ils savent que s'ils attaquent pendant la saison de pluie, ils ne pourront pas replier. Et donc, pendant la saison de pluie, ils se servent de cette saison-là pour se ravitailler, pour radicaliser et pour recruter. Et lorsqu'on sort de la saison de pluie,
Et si vous comptabilisez les bilans, à chaque fois après la saison des pluies, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, il y a une flambée de la violence. Ils sont plus opérationnels. Ils sont plus opérationnels et mieux préparés. Et donc, on a vu que, en septembre déjà, on avait 19 incidents de nature terroriste dans l'Est, rien que dans l'Est, ce n'est pas pour l'ensemble du Burkina. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de monter, ils sont en train de monter en puissance. Et il suffit juste de suivre la courbe, il suffit juste d'analyser, il suffit de suivre des indicateurs. Il y a des indicateurs qui nous permettent de préciser que telle ou telle zone va basculer. Malheureusement, comme on l'a dit, on n'arrive pas à consulter les experts, on n'arrive pas à suivre ces indicateurs-là. Ce qui fait que on est chaque fois dans l'action-réaction. Sinon, c'est des situations auxquelles on pouvait déjà anticiper en prenant des mesures. Parce que lorsque la violence commence à monter dans une zone, ça veut dire que ces groupes-là sont en train de stationner, sont en train de préparer des attaques. Mais malheureusement, on attend toujours qu'il y ait une attaque de grande envergure avant que ça éclate. Je suis sûr que vous n'étiez pas au courant qu'à l'Est, il continue d'avoir aussi des attaques aussi nombreuses qu'avant. 80 en une année, c'est quand même beaucoup, malgré une opération qui a été menée. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que tant qu'il n'y a pas de stratégie et tant qu'il n'y a pas de mesures d'anticipation, on ne va toujours que constater les dégâts et être surpris par la menace. Idriss, les mesures peut-être ne sont pas à la hauteur de l'envergure de la situation. Opération Otapouanou, il y a eu ces états d'urgence, il y a eu ces couvre-feux permanemment instaurés dans ces zones. Malgré tout, le phénomène gagne du terrain. Oui, le bilan en temps réel nous dit ce qu'il en est. Comme Lionel disait, il faut éviter de penser que la communication, c'est venir peindre, c'est devenir manigancer. C'est loin de cela. Alors, sur les questions, moi, je pense que, je ne sais pas, les experts en diront, je ne comprends pas psychologiquement comment on peut baser nos réactions sur les actions des autres. Pour moi, quand on est en guerre, comme tout le monde le dit, y compris le dernier communiqué qui a été lu, quand on est en guerre, on ne se contente pas d'opérations. On ne pense pas gagner cette guerre-là en faisant le bilan d'une opération. Je vais dire que c'est un ensemble de batailles. Si je comprends, les opérations doivent être considérées peut-être comme des batailles. Donc on ne peut pas dire qu'une bataille de gagner, c'est la guerre qui est gagnée. Il faut être conséquent, développer, en fait, fixer les objectifs et développer les actions qui vont les concrétiser. Très concrètement, et je voudrais reprendre en d'autres termes ce que Lionel disait, il y a un problème de maillage du territoire. Avec une calculette, pour ce qu'on entend de nos effectifs, au rapport de notre territoire, il y a très peu de couverture. Il n'y a pas 1000 solutions. C'est d'augmenter le nombre de nos forces. Ça, c'est la première solution. Les experts diront comment faire, mais on sait, et ça saute aux yeux, qu'on a un problème de maillage du territoire. Il n'y a pas... Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça peut tarder. Quand on prend la parole, c'est de dire on a pris telle décision pour assurer un meilleur maillage. Toutes les autres choses sont du jeu à la limite. La deuxième des choses, c'est l'implication des populations. Voici deux choses pour lesquelles on peut maintenant consulter aussi bien la population, les experts et tout le monde. Ça va rentrer en ordre en quelque sorte. Alors pour moi, c'est une question d'efficacité. J'écoutais quelque part où on disait que au mieux, c'est une incompétence. Au pire, c'est une trahison. Parce qu'on sait ces choses-là et on s'est engagé à les résoudre. Et donc, peut-être les termes sont de plus en plus durs, mais nous sommes arrivés à la limite où la vie de chaque Burkinabé est menacée. Nous ne savons pas, next step, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme prochaine étape? Quel que soit le lieu. Alors, pour moi, c'est assez grave. Il faut que les voix qui peuvent s'élèvent pour que ce ne soit pas que des stratégies de communication, du saupoudrage. Ce sont des vies qui sont en jeu réellement, et c'est y compris tout le reste. Je voudrais peut-être faire un scénario pessimiste, mais réalisable. Les frontières ne sont pas intangibles, ni dans le droit international, ni dans l'histoire politique du monde. L'un des derniers exemples, c'est le Soudan. Les grands principes, c'est que lorsque vous êtes fort sur le terrain,
il faut s'apprêter à ce que s'il n'y a pas de réaction vigoureuse, réaliste et du fond du cœur, nos frontières changent. Et ça, il faut le dire la vérité, tenir le vrai discours et prendre les actions conséquentes pour pouvoir accompagner le mouvement. Oui, Lionel. En d'autres termes, il faut peut-être envisager, si rien ne change et si la situation s'empire, qu'un nouvel État naisse du fait qu'on n'a pas pu récupérer certaines zones de notre territoire, y compris le Mali et le Niger, sans langue de bois. Au Soudan, on a créé un nouvel État, le Sud-Soudan et le Soudan du Nord. La question, justement, c'est que finalement, on a comme l'impression, et comme l'a dit M. Savadogo, qu'on est plus dans la réflexion, dans les rencontres. Récemment, le G5 Sahel, le Conseil des ministres du G5 Sahel s'est réuni à Ouagadougou. Pendant ce temps, les terroristes sont dans l'action et nous sommes dans la réflexion. Mais attention, j'ai plus l'impression que nous mettons dans la réflexion maintenant, alors que les terroristes ont peut-être une stratégie. J'ai l'impression qu'eux sont mieux organisés. Ils ont fait une bonne réflexion, ils ont une espèce de maillage des zones où ils attaquent et ils savent quelles zones sont plus enclins à leur attaque, etc. Et j'ai l'impression qu'eux sont plus structurés que nous ne le sommes. Et ce n'est pas par manque de compétences ou de capacité. Le Burkina regorge de gens capables de se mettre ensemble et réfléchir. Et comme l'a dit Idriss, il faut faire appel à tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de nos haines et de nos rancœurs. De toute façon, on ne peut parler d'un pays que lorsque ce pays est en sécurité. Le développement se fait dans la sécurité. La politique se fait dans la sécurité. Le social se fait dans la sécurité. L'alimentation se fait dans la sécurité. Un pays insécurisé n'est gouvernable ni pour aucun opposant qui envisage d'ailleurs d'occuper le siège de Kosiam. Donc, sur cette bataille-là, ce n'est plus une question de couleur, d'ethnie, de différence politique, de religion, etc. C'est une question d'ordre national. Là où, en effet, on doit allier nos forces dans la réflexion, mais aussi nos capacités d'agir. Tous ces experts burkinabés qui sont reconnus mondialement et à l'international, d'ailleurs, il le disait tout à l'heure, à qui on fait appel régulièrement, qui sont dans des sièges de la MINUSMA, etc., et dans n'importe quel corps, on devrait leur dire, ou eux-mêmes devraient avoir ce sursaut national et patriotique de rentrer. Mais encore faut-il qu'il y ait une oreille attentive pour les écouter et pour qu'on se mette ensemble autour d'une table et travailler. Et ensuite, la guerre qui se passe au Burkina, même si nous réussissons, nous serons toujours dans une paix en sursis. Tant que le Mali est menacé, tant que le Niger est menacé. Lionel, est-ce qu'on n'a pas trop réfléchi justement? Ou bien on réfléchit mal peut-être? Non, on a trop réfléchi et je dis que ce n'est plus l'heure du diagnostic. Maintenant, c'est l'heure de l'opérationnalisation et surtout de la mise en place d'une stratégie efficace. Et pour que cette heure-là advienne, il faut sortir de l'hypocrisie et de la haine ambiante qu'il y a dans ce pays. C'est clair, de toutes les façons, ce qui nous arrive, cette faille et cette fissure, cette rétention des compétences, ceux qui peuvent le faire, il y en a qui peuvent, qui ont des idées, mais qui ne le donnent pas, parce que c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Oui, on tombe dans une espèce d'enfantillage politique et d'enfantillage personnel qui fait que la menace est constante. Et Aminata Traoré, qui a animé la conférence d'African Golden, notre association hier, disait, même si on confie ce pays à Jupiter, il ne saura pas mieux faire. Ça veut dire que ce n'est pas le changement d'opposant qui va changer la chose. C'est un sursaut collectif, patriotique, un engagement national et d'ensemble. Et je disais tout à l'heure, si on traite la question de l'insécurité sur une base militaire, on n'a pas résolu le problème, on n'a fait que déplacer le problème. Parce que ceux qui s'enrôlent, ce sont des Burkinabés. La cause et la raison de leur enrôlement, c'est ce sentiment de ne pas appartenir à cette nation. Cette espèce d'identité profonde et segmentée par effet de régionalisme fait que des gens ne se sentent pas appartenir à nous. Pourquoi ils écoutent plus les terroristes que les Burkinabés? Le studio a fait un reportage sur un ancien jeune terroriste qui s'était fait enrôler, mais qui a pu s'enfuir. Mais quand il vous raconte, ça donne la chair de poule. Premièrement, on l'a amené pour du travail. On lui a proposé un salaire, il avait un camp d'entraînement, on lui apprenait et l'endoctrinement commence là. Et donc, en réalité, le mal est profond et c'est en nous déjà. Et ce cancer-là, il faut accepter. La chimio est douloureuse. Arrêtons de mentir aux Burkinabés. Nous allons pleurer toutes les larmes de notre corps. Nous allons souffrir. Ce qui nous attend est grave. Et donc, cette vérité-là, il faut l'accepter. Mettons-nous en ordre de bataille si nous ne voulons pas sombrer, c'est tout.
Alors, M. Mahamadou Savadogo, je voudrais qu'on s'attarde encore sur cette attaque de Bongo, un convoi sécurisé, escorté, qui a attaqué de la sorte, quand on sait que c'est une zone dangereuse aussi. Est-ce qu'il y a une sorte de banalisation aussi de l'expertise de l'ennemi? Comment ça se présente? Ou c'est nous qui n'avons pas les moyens? On aurait pu peut-être déjà inspecter à l'avance le chemin, le parcours? C'est comme ce que Lionel vient de dire, c'est se méprendre, de se mettre dans la tête que ces groupes-là n'ont pas de stratégie. Ils sont en avance sur nous, ils sont des planificateurs fins. Je vais vous donner à peu près comment est-ce qu'ils procèdent. Si vous avez remarqué l'évolution des attaques terroristes, ils n'ont jamais pris une région, 2 ou 3 régions en même temps. Et en projetant ces attaques, ces incidents sécuritaires sur une carte, vous voyez que c'est allé progressivement. D'Issoum, ils sont venus vers le nord, la boucle du Mouhoun. Ensuite, ils sont revenus à l'est en 2018. Et en 2019, nous sommes au centre-nord. Ça veut dire que c'est des stratégies bien planifiées. Et quand vous regardez où est-ce qu'ils s'installent, ils ne s'installent pas au hasard. Ils s'installent toujours autour d'une ressource naturelle, mine ou une ressource qu'ils peuvent exploiter et continuer à alimenter leur économie grise. Et pour le cas de l'Est spécialement, Bungu, Matiakwali, Pama, Gayeri est sur les couloirs de trafic. C'est un couloir de trafic qu'ils ont aménagé qu'on appelle des zones de confort. Et donc, le bus s'est retrouvé dans leur zone de confort. C'est une zone qu'ils ont toujours maîtrisée. Ils connaissent bien les pourtours de la zone, en passant de Gayeri jusqu'à Pama. Donc, ils se sont créés ce couloir-là pour atteindre les pays côtiers qui sont le Togo, le Bénin et le Ghana. Et tous les incidents de l'Est, vous les projetez sur une carte, ça vous dessine un couloir. On n'a pas besoin d'être un magicien pour le comprendre. Et donc, ce couloir, on a cherché à comprendre à quoi que représente ce couloir. On est allé voir les douaniers, les policiers pour comprendre est-ce que c'est un couloir de trafic. Effectivement, c'est un ancien couloir de trafic qui a existé depuis longtemps, qu'ils ont ravivé pour pouvoir alimenter et pouvoir survivre et pouvoir toujours être beaucoup plus efficace sur le plan logistique. Et donc sur ce couloir, lorsque vous empruntez ce couloir, ça veut dire que c'est eux qui ont la maîtrise. C'est eux qui savent quand est-ce qu'ils vont attaquer. Et malheureusement, au lieu de chercher à sécuriser ces couloirs, au lieu de chercher à réduire ces couloirs, ces zones de confort que se sont créés les groupes terroristes, on a cherché plutôt à sécuriser en ajoutant peut-être le renfort au niveau de l'escorte, en faisant escorter pas plus la mine par l'armée plutôt que par la police. Et donc, on se retrouve dans une situation où ils avaient un avantage. D'où le carnage. Et c'est clair que dans cette zone, nous savons clairement que c'est une zone à risque, c'est une zone rouge. Et si l'État n'arrive pas à se remettre en cause et reconnaître qu'il y a des zones qu'il ne contrôle pas, et dit la vérité à ceux qui sont en face ou à ceux qui continuent de travailler, que vous travaillez mais vous êtes exposés, ben, on aura toujours les mêmes résultats, on aura toujours des bilans macabres. Alors Idriss, finalement, ce phénomène, il faut encore l'étudier. Ça fait appel à la géographie, à l'histoire, à la communication. Ce sont des expertises. On n'a pas encore suffisamment étudié notre ennemi. Surtout pas. On sait tout. La lacune, c'est dans l'action. L'action stratégique. Il ne s'agit pas d'agir, de se mouvoir. Personnellement, je pense qu'il faut que le monde des médias, les intellectuels, la société civile disent basta à tout ce qui est encore réflexion, discours. On fait quoi? Et c'est concret. M. Savadogo le disait nettement. On vérifie ses dires et on tire les actions conséquentes à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut sortir de ce chatouillement-là, se chatouiller pour rire. On n'en a plus l'âge ni le loisir aujourd'hui. Il n'y a pas une lacune de réflexion. Il y a un retard de la réflexion. Nous réfléchissons aujourd'hui pour des actions qui devaient être faites hier. Nous sommes toujours en retard par rapport à eux. La question du maillage du territoire, on devait être en train d'expérimenter différentes solutions efficaces de maillage du territoire. C'est de l'action dont on a le plus besoin. Et comme il a dit, on sait les différentes crises qu'il y a. L'adhésion
au projet national, cette adhésion-là n'est pas effective depuis la création de la Haute-Volta du Burkina. La volonté coloniale a assemblé des nations qui existaient, mais cette volonté coloniale n'a rien fait pour créer un Burkinabé qui est perçu de la même manière de Banfora à Dori. C'était le travail des gouvernants de faire ce travail-là. S'ils sont responsables de quelque chose, c'est d'imposer cette pensée dominante. Il n'y en a pas. Chacun a le loisir de penser le Burkina comme il l'entend. Ainsi, des minorités peuvent librement penser qu'ils peuvent avoir leur zone à eux. C'est une légèreté dans la pensée qu'on ne devait pas se permettre. Voilà. D'accord. Mahamadou Savadogo, contrôler son intérieur, assoiffer ces groupes terroristes dans ces zones de confort, mais c'est aussi un travail au niveau des frontières. Et c'est là on se dit aussi que la solidarité dans l'action au niveau donc, des pays de la sous-région peut se faire. Il y a le G5 Sahel qui essaie quelque chose, mais on annonce aussi cette opération Bourgou qui est à venir avec notamment les forces françaises. Effectivement, on ose espérer que ça ne va pas être une opération de plus ou bien une opération face à une réaction donnée. Et on espère que cette opération, à travers cette opération, on va tirer toutes les conséquences, d'ailleurs avant de mettre en place, en branle cette opération, parce qu'on a remarqué que c'est les pays qui ont des frontières. Les groupes terroristes n'ont pas de frontières. D'ailleurs, ils se jouent des frontières. Et c'est d'ailleurs cette stratégie qu'ils utilisent pour entraîner tous les pays de la CEDEAO et du G5 dans la nébuleuse. Et donc, si nous savons que ça nous coûte quoi de faire tomber cette barrière de frontières et de sécuriser ensemble les frontières qui sont communes, qui sont poreuses, et de compléter le pays qui est faible par rapport à un autre pays qui est assez fort dans une zone donnée. Nous avons le Togo, le Bénin et le Ghana qui sont silencieux pour le moment, mais il est inconcevable de penser qu'ils sont à Pama, ils sont à Bungu, sans être au Bénin ou au Togo. Ce n'est pas possible. C'est nous qui avons des frontières. Il n'y a pas de limites géographiques, c'est des limites administratives, poreuses. Et donc, je pense que c'est vrai que le Burkina est en train de souffrir. Nous sommes le dernier verrou avant les pays côtiers. Et il est temps pour nous, pour toute la communauté internationale, de prendre ça comme une menace assez sérieuse et de se lever ensemble pour y venir à bout. Sinon, et à mon avis, c'est comme l'a dit Lionel, nous allons nous retrouver avec des pays disséqués, avec des pays, des nouveaux pays qui seront, et que la communauté internationale d'ailleurs va accepter. Parce qu'on n'aura pas le choix que de le faire parce qu'on veut la paix. Voilà ce que je pense de la situation. Lionel, pour terminer justement... Tout a commencé avec Kidal, quand les Français, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ancien ambassadeur de France au Mali, ont offert Kidal à des groupes armés. C'est une manière de crédibiliser en fait cette espèce de revendication identitaire ou communautaire. Donc ça donne... C'est ça le problème aujourd'hui, Kidal, oui, mais le président nigérien l'a d'ailleurs dénoncé. Si Kidal existe, pourquoi le Soum n'existerait pas au Burkina pour un groupe terroriste ? Ça donne à réfléchir. C'est-à-dire on ne peut pas légitimer des groupes armés face à une nation. À un moment donné, soyons cohérents. Et donc, moi, je pense très sincèrement, même Bourgou, Kat, etc., je les appelle des prêts-à-penser militaires. Sortons de là, nous avons des experts qui sont bien formés, qui comprennent la dimension socio-culturelle, ethnologique et géopolitique et géographique de notre nation, qui peuvent bien proposer des solutions mieux que tout ce qui nous vient de l'extérieur. Et ça ne nous amène à rien parce que c'est une multiplication des plans d'attaque. L'expertise est là, il faut bâtir la stratégie. Pour terminer, Idriss, oui. Oui, je voudrais dire qu'on est en train de réagir avec une opération encore qui est du conventionnel dans une guerre non conventionnelle. Voilà, merci à vous. Mahamadou Savadogo, expert en sécurité, merci pour votre contribution à ce plateau. Lionel Bilgo, analyste politique, merci. Avec nous également Idriss Ouedraogo, conseiller en communication, merci. Ça sera tout pour ce plateau spécial consacré donc aux attaques terroristes au Burkina. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.